La France compte la densité de millionnaires la plus élevée au monde, 1 pour 30 habitants. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a progressé ces 15 dernières années 6 fois plus vite que la richesse nationale. Comment, malgré une société en crise, les plus fortunés parviennent-ils à maintenir leur position? Pour répondre à cette question, il faut aller au-delà des apparences. Les niveaux de fortune et la nature de celle-ci sont extrêmement divers. Quoi de commun entre un aristocrate, défenseur du patrimoine, et un homme d'affaires qui a racheté un club de rugby? Entre un industriel qui a créé un empire hôtelier et un châtelain, maire de son village. Je suis bien féminin pour si j'ai le pli derrière. Voilà. Merci Marina. Ce qui unit les membres de cette même classe est plus fort que ce qui les différencie. Là, vous en avez plein les yeux. Hein. Derrière les individualités, derrière les comportements qui échappent en partie à ceux qui les adoptent, il y a un système qui permet de perpétuer une position dominante, de créer une dynastie. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qu'il faut entreprendre. On est les rois, là. La pêche et tout, le calme, les oiseaux. C'est pas mieux, hein. J'en fais du poisson, quand même, hein. Les carpismes. C'est le marquis qui est propriétaire de tout ça. On loue 300 € l'année et 110 € pour la pêche. C'est pas cher, hein. Ça nous permet de dormir là le week-end. Ça qui est bien. Bah, ils s'en sortent quand même, hein. Avec le nombre de chalets qu'il y a. Hein. S'il veut vendre, il veut foutre tout dans l'herbe, on n'a plus rien. Ah ça peut arriver. Hein. Si à la fin de l'année, il dit bon, surtout que c'est des contrats annuels. Hein. Donc à la fin de l'année, il vous dit monsieur, vos baraques, vous les emmenez. Faites les yeux pour pleurer, c'est tout. Hein. On n'a pas à se plaindre quand même. Non. C'est nettoyé et tout. Ah oui, c'est entretenu. Oh là là, c'est super bien. Ah ouais, bouée de sauvetage, il y a tout. Hein. Celui qui se plaint, ben, vraiment, c'est idiot. Non. Ben, pas à se plaindre. Hein. On n'est pas les plus mal. Oh non. Hein. On fait du poisson quand même, hein, dans l'ensemble de l'année. Ah oui. Et vous êtes déjà allé le voir, le château, non? Ah non, 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 je ne rentre pas dans la propriété privée, moi. Ah non, j'ai pas le droit. Il faut respecter aussi, hein. Moi, je vais là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je vais me retrouver au tribunal pour une connerie parce que je vais marcher sur ces terrains. Oh non, faut respecter quand même. Hein. En même temps, c'est la mairie dedans. Comment? C'est la mairie. La mairie, elle est dedans. Ah bon? Ouais. Oh, je savais pas. On apprend. Hein. On a le droit de le visiter. Hein. Le marquis Christian de Lupé est à la fois le maire et le châtelain de Beaurepaire, une commune de 70 habitants dans l'Oise, à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris. Alors, l'histoire commence là. En 1830, Monsieur de Curnieu, qui est éleveur de chevaux, épouse Adélaïde de Lagrange, fille du propriétaire de Beaurepaire. Et ils ont une fille, Caroline de Curnieu. Caroline de Curnieu épouse Étienne de Lupé. Beaurepaire arrive dans la famille par ce mariage. Ils ont un enfant, Pierre de Lupé.
Alors, Pierre de Lupé était mon arrière-grand-père. Et dans les années 1910, il est devenu maire de Beaurepaire. Ensuite, mon grand-père, Albert de Lupé, maire de Beaurepaire. Puis ensuite, mon père, Pierre de Lupé, maire de Beaurepaire. Voilà, voilà la série. Depuis 4 générations, les rôles de maire et de châtelain se confondent donc à Beaurepaire. La mairie est hébergée dans l'enceinte du château, dans les communs. L'essentiel des terres du château est composé de surfaces agricoles qui sont confiées en fermage à des agriculteurs. L'ensemble représente à peu près la moitié de la superficie totale de la commune. Au-delà des exploitations agricoles, les 2 étangs de pêche, l'un est municipal, l'autre appartient à Christian de Lupé. L'emprise du marquis de Lupé sur son village est donc considérable. Mais son apparence a changé et s'est enrichie d'atours démocratiques. Le châtelain est devenu le maire tout en restant le châtelain. Autre question? Et la mairie est entrée dans le château. C'est donc tout naturellement au château que les habitants de Beaurepaire se rendent pour célébrer leurs noces. Le marquis et sa femme ouvrent à cette occasion leur salle à manger qui se transforme, l'espace d'une cérémonie, en salle des mariages. Monsieur le maire. Bonjour Albéric. Il fait tellement jeune. Regarde, on a une belle mariée. Ça détend l'atmosphère. Ça va? Ça va? Ma chère Lilia, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à votre famille, à vos amis. Il y a longtemps que la France vous a souhaité la bienvenue. Permettez-moi à mon tour de le faire aujourd'hui. Je déclare Mademoiselle Lilia Gelassi et Monsieur Albéric Fabrice Flippo unis par le mariage. Depuis le début du XXe siècle, cette pièce sert pour les mariages, pour les arbres de Noël, pour les goûters, les remises de médailles et les remises de décoration. C'est une tradition locale, j'ai pas l'impression que les gens s'en plaignent. Ma tante s'est mariée au château à Beaurepaire et puis moi j'ai voulu faire le mariage aussi ici. Parce que je trouvais que c'était plus beau que... Voilà quoi. Dans le château, je trouvais que c'était vraiment beau et c'est une chance de pouvoir se marier dans un château. Là. Les gens ici ils sont contents. Bon, nous, ça nous fait toujours plaisir aussi. C'est sûr que le fait que la mairie soit là, ça influence énormément. Si la mairie était totalement séparée, il n'y aurait peut-être pas cette ouverture. Mais il y a tellement eu de rapports entre mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, moi-même, avec tous les gens de la commune, c'est complètement entré dans les mœurs et il n'est pas question d'arrêter. Donc je ne me pose pas tellement la question, comme ça a toujours été comme ça, je pense qu'il faut le continuer. Moi, je le fais avec un immense plaisir. C'est bon, merci. Tout le monde semble donc trouver son compte dans cette situation. À commencer par le châtelain, qui n'a que des douves à traverser pour, en ce jour d'élection, endosser ses habits de maire et venir tenir le bureau de vote. Bonjour.
Bon, bah, mesdames et messieurs, le scrutin est ouvert. Stanislas, le fils aîné de Christian de Lupé, se prépare à recevoir en même temps que la succession du château, celle de la mairie, comme les 4 générations qui l'ont précédé depuis son arrière-arrière-grand-père. Déjà, il y a une première chose qui est extrêmement importante, c'est que ça s'est toujours fait comme ça, par tradition et également par service. Maintenant, c'est évidemment une élection où n'importe qui a la possibilité de se présenter. Et s'il y a des vocations qui se manifestaient dans la commune, ça serait, voilà, comme toute élection, ça serait évidemment parfaitement normal. En aucun cas, pour nous, c'est quelque chose d'impensable de se dire que la famille sorte de la mairie. C'est quelque chose, c'est vrai, je reconnais, d'un peu folklorique. Mais nous ne sommes pas dans un schéma de progéniture mâle à l'ancienne, bien que les faits me donnent tort jusqu'à présent. Bonjour, monsieur le sage. Bonjour. Un accord tacite lie la municipalité et la famille de Lupé pour héberger la mairie dans le château. En fait, c'est une question de bon sens. Si l'on devait acheter un terrain, construire une mairie, ça prendrait 5 ans de budget. Une fois la mairie construite, il y aurait un entretien de mairie. Il y en aurait entre l'assurance, l'électricité, que sais-je, il y en aurait quand même pour quelques milliers d'euros. Donc, ça serait très très difficile pour la commune. Tu collectionnes la noix? À voter. Bon, c'est vrai qu'il y a certains gens de la commune, certaines personnes qui sont peut-être un peu gênées de venir au château. Ils ont chacun a ses raisons. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on voit jamais. Ouais, mais bon, c'est un film minorité. Hein. Ouais. La situation ne fait pourtant pas l'unanimité au sein de la commune. Fernand, un ami d'enfance de Christian de Lupé, a longtemps milité pour la construction d'une mairie qui ferait en même temps celle des fêtes. Ce serait mieux si elle était indépendante. Il y avait eu un projet justement de faire une mairie et une salle des fêtes dans un ancien bâtiment agricole. Il y a de cela une vingtaine d'années à peu près, mais qui a été abandonné. Il n'y avait pas vraiment une volonté certaine que le projet aboutisse. Bon, moi j'ai eu une influence négative sur ce projet. C'est clair qu'on aurait été subventionné, mais on n'aurait pas été subventionné à 100%. Donc effectivement, on a débattu du problème dans les années 85, et puis bon, pour l'instant, on n'en débat plus. Bon, c'est vrai que le projet, on l'a abandonné, parce que de toute façon, comme M. de Lupé vous dit, bon, il avait ses raisons, il n'était pas pour. Donc comme c'était lui qui devait nous vendre le terrain, et donc après on a abandonné, quoi. Mais bon, je pense que tout le monde n'a pas tenu de rancœur ni de ça, quoi. En même temps, par rapport à une mairie traditionnelle, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'inscription officielle, il n'y a pas d'inscription mairie. Il y a le portrait du président de la République. Bon, je vous accorde que la signalisation, elle est inexistante. Hein. Bon, alors évidemment, les gens de la commune et les gens du coin savent où elle est. Mais c'est clair que quand on vient de l'extérieur et qu'on cherche la mairie, ça surprend. Ça, je vous l'accorde tout à fait. On pourrait faire un effort de ce côté-là. Et la devise, liberté, égalité, fraternité. Ah oui, oui. La mairie doit être une maison commune, or elle n'a rien de commun. Le bâtiment qui sert de mairie n'est jamais pavoisé, par exemple. On est peut-être un peu trop républicain, mais je veux dire, c'est ce genre de choses qui nous gênent. Ouais. Ça fait fief un peu, si vous voulez. Je voulais pas employer le mot, mais c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, le scrutin est clos. Résultat, Sarkozy 22, Hollande 19. Mais quand on n'est pas issu d'une dynastie familiale et que l'on ne dispose pas de lieu d'enracinement hérité, ce qui n'est pas acquis par transmission doit être conquis. J'ai restauré cette maison-là, j'ai restauré celle-ci, et ça donc c'est toutes mes vignes, y compris sur la colline là-bas, enfin voilà, toutes les vignes par-delà. Et ça c'est vrai que c'est un vrai plaisir dans cette propriété, c'est qu'on a des vignes de tous les côtés.
Alain Tingaud est un conquérant. On a des palmes aussi. Quand j'ai refait la maison, on a voulu faire un petit endroit avec des palmiers et on est très content parce que tout ce qu'on a planté est devenu ça, quoi. Les palmiers se sont vraiment bien adaptés à la situation. Et on a, dans ce contexte de palmiers, on a mis en place une pagode indonésienne. Ce qu'on aime bien avec mon épouse, c'est avoir des endroits où on peut s'isoler, tranquille, venir un moment à la piscine, se baigner. Et là, on fait des siestes absolument exceptionnelles. Parce que la vie, c'est quand même aussi d'en profiter un peu et de pouvoir de temps en temps avoir des bons moments. Alain Tingaud a fait fortune dans les nouvelles technologies, introduisant très tôt sa première société à la bourse de New York. C'est en homme riche qu'il s'est installé dans la région d'Agen. Il est devenu propriétaire et président du club de rugby professionnel, le Sporting Union Agenais. J'ai décidé d'investir dans le club et de participer aux différentes augmentations de capital qui ont permis effectivement de devenir l'actionnaire majoritaire du club. Et on peut savoir combien vous avez investi dans le club, non? Beaucoup d'argent. En prenant possession du club, Alain Tingaud s'est offert un stade, un public, des joueurs. Il a fait remonter le SUA en top 14, le plus haut niveau professionnel. Mais cette saison, le club doit lutter à chaque match pour éviter la relégation. On joue pas bien. On joue pas bien. On joue pas bien. Non, on n'est vraiment pas dans le match. Merde quoi! On était 50 autour du terrain, putain, vous voyez rien, vous faites chier! On y voit rien, les gars! On était 50, c'est du fond! C'est du folle! Cette fois, la victoire est arrachée in extremis. C'est pas possible. Je te jure, ça c'est pour tous ceux qu'on nous a volés. C'est bien, Mathieu. Ça fait du bien, ça. On a été vaillants, Jean. C'est bien, Jean. On a été vaillants, c'est bien. Ouais, ça a été vraiment courage. Que de la vaillance. Mais on a les coronets, ça c'est bien. Félicitations, les garçons. Pour la vaillance, en tout cas. C'est dur, mais c'est beaucoup de joie, tu vois. Les garçons sont heureux. Ça fait 3 matchs de suite gagnés, donc ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à plein de choses, quoi. Donc je suis plutôt content ce soir. Mais toi, la fatigue est là. Cette joie-là, ouais, ça vaut tout. Ouais, mais elle ne se partage pas, tu vois. Tu vois, tu peux me poser 10 fois la question, tu ne ressentiras pas ce que je ressens. Voilà, c'est quelque chose qui appartient qu'à ceux qui sont à l'intérieur du truc. C'est cool, hein. C'est cool quand même, hein, messieurs. L'autre passion d'Alain Tingaud, c'est le vin. Il s'est acheté un vignoble il y a près de 20 ans. Mais je te jure que j'ai goûté le vin. On va aller voir tout à l'heure. Mais Alain Tingaud n'est pas vigneron lui-même. C'est son fils qui l'a installé à la tête du domaine viticole. Ouais, c'est costaud comme nez encore. C'est costaud encore, hein, dis donc. Il n'a pas fini son élevage encore. Ah, écoute, j'aime bien moi déjà en tout cas, mais ça t'en met plein le pif quand même. Hein. Ça c'est du bonheur, ça. C'est de bons moments, ça. Être avec son fils dans le chai, déguster les vins. Bonheur, ça. Que du plaisir, là. Pour vous, j'imagine, c'est assez sécurisant quand même. Ah bah bien évidemment. J'essaye, malgré toute la passion et le plaisir que j'y prends, de rappeler à toute personne qui me le demandera, sans m'en excuser non plus, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, que je suis un privilégié. Voilà, que j'ai une chance. Et cette chance, j'essaie de la saisir et de la mériter. Voilà.
J'ai passé trop de temps dans ma vie, à un moment donné, à culpabiliser que mon père soit quelqu'un qui ait réussi. Maintenant, plutôt que de simplement en profiter, je profite des outils, des opportunités et de l'expérience pour en faire quelque chose à mon tour. Moi, j'ai acheté cette propriété en 1995 pour faire plaisir à mon père et à me faire plaisir à moi, parce que j'avais ma maison d'habitation qui était pas loin et je trouvais formidable de pouvoir acheter toutes les terres autour et puis faire du vin, quoi. On est tous, je crois qu'il y a énormément de gens qui aiment, qui aspirent à faire du vin. Je veux dire, le vin, c'est une chose, c'est tellement noble, tellement fort. Tout le monde cherche un jour à être propriétaire d'un domaine viticole. Donc moi, j'ai acheté 195, et puis c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur de savoir que la propriété familiale est entre les mains de son fils. Il va évoluer. Voilà, il est débouché beaucoup trop tôt pour l'instant. Ouais. Ça fait rien, il faut lui laisser le temps. Alain Tingaud n'est pas un héritier, mais en se constituant un patrimoine professionnel, en investissant dans un club de rugby, dans des terres et dans un vignoble, il affirme son appartenance à une région tout en préparant sa succession. Les gros patrimoines portent en eux-mêmes l'exigence de transmission, et en se transmettant, ils permettent à une dynastie de se créer ou de se perpétuer. L'inscription dans un temps long est une des marques de légitimité des grandes familles. Le château de Canizy en Normandie. Un château millénaire sur un domaine de 300 hectares et qui appartient à une famille, elle aussi millénaire, dont le comte Denis de Kergorlet est l'actuel représentant. Non, celle-là, la mienne. Je vous montre dans votre chambre. Ouais. Bonjour Evelyne. Bonjour monsieur Denis, faut-il vous aider? C'est tout parti, c'est tout bon. Réginald Hubert, il est là aujourd'hui ou pas? Réginald Hubert, il est là ou pas? Ah oui, il était là. Il est là? Ouais. Ah oui, je l'ai vu ce matin. Si Denis de Kergorlet est aujourd'hui à son aise dans son château, il aspirait, jeune homme, à autre chose qu'à une vie de châtelain. Se lançant dans l'humanitaire et l'écologie, jusqu'à ce que la mort de son père le rappelle brutalement à ses responsabilités familiales. J'avais fait un peu mon deuil, mon divorce, ou ma séparation par rapport à un passé familial. Et donc, du coup, c'était mon frère cadet qui devait reprendre le château de Canizy, c'était entendu. Et puis, au moment où les choses se passent, c'est-à-dire précisément fin 76, mon frère nous fait savoir qu'il a une vocation religieuse, devient moine, et comme la logique familiale était que ça reste dans la famille, du coup, je suis devenu châtelain contre mon gré. Comment résister au poids familial quand chaque portrait, chaque détail du château vous rappelle que vous portez sur les épaules un millénaire d'ancêtres? Quand il a hérité de Canizy, Denis de Kergorlet n'a pas failli à ses responsabilités. Mais que faire d'un château de 32 chambres? Yeah! Good to Back to Canizy! Back to Canizy! Taken by the virus. Lucy Ross, thank you for your hospitality. Thank you very much. Thank you for... Pour en assurer la pérennité, Denis de Kergorlet a transformé son château familial en résidence hôtelière de luxe dont les chambres à 450 € la nuit connaissent un grand succès auprès de riches clients américains. So, we have many links, my family and the Château de Canizy, with your country. During the French Revolution, one of my ancestors wanted to be in a safer place than being in France at this time, especially during the terror. So with her husband, she managed to get into a boat that was going to Boston. And for 2 years, and then when the Robespierre was the fall of Robespierre, they could come back safely to France, and she wrote her memoir, and she is one of my ancestors. So I am here thanks to America.
Quand vous appartenez à une famille qui a cette histoire, vous assumez vos responsabilités vis-à-vis de cette famille. Il faut le faire. C'est l'idée que l'on poursuit l'histoire d'une famille. Et la question de garder ou ne pas garder Canisi ne s'est jamais posée pour moi. L'histoire des Kergorlais et celle du village de Canisi sont depuis longtemps étroitement liées. L'église se trouve à cheval entre le village et le château. Elle porte les marques de l'influence de la famille de Kergorlais qui bénéficie toujours d'une entrée privative. C'est l'église du village. Elle a été édifiée en 1894 par mon arrière-grand-père. Et puis ici, vous avez les personnes de ma famille qui sont enterrées dans la crypte en dessous. Et donc, mon arrière-grand-père et son épouse, mon arrière-grand-mère, mes grands-parents, mon père et ma tante. C'est l'église du village. Je n'ai pas de sentiment de propriété sur cette église. L'histoire fait qu'elle a bien été construite par un des membres de ma famille, mon arrière-grand-père. Nous avons notre caveau de famille ici, comme je dirais toutes les familles ont un caveau. Je serai enterré là et on mettra mon nom là. Dans longtemps, j'espère. S'inscrivant dans une longue tradition familiale, Denis de Kergorlais ouvre les 2/3 du parc du château, situé au cœur du village, aux habitants de Canisi et des alentours. Il pourrait très bien fermer les barrières, ça c'est sûr. Oui. Oui, moi je trouve qu'il est très généreux. Pour nous, c'est vraiment une grande chance, quoi, de pouvoir profiter de ce lieu magnifique, entretenu. Non, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai qu'on peut lui dire merci. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas faire le tour du château, parce qu'il y a une partie qui est privée, là, quand même. Alors, j'avais été visiter là-haut, là, à la journée du patrimoine. Ils m'ont même offert une petite orangeade. L'espace autour du château a été un enjeu entre la famille de Kergorlais et le village. Maire de Canisi pendant 10 ans, Denis de Kergorlais a, à la suite de son père, cédé à la commune des terrains pour accompagner son développement et permettre la construction d'un collège, d'équipements sportifs et de lotissements. Il y a eu un choix qui s'est posé à partir du début des années 80. C'était effectivement la commune avait besoin de ces terrains que nous avons cédés pour grandir. Et si notre comportement avait été un comportement de refus, la commune n'aurait pas pu connaître la croissance qu'elle a connue. Ça, c'est certain. Oui, Jennifer, c'est moi. Non, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça une bonne idée. Non, je trouve pas que ce soit chic de mettre un truc comme ça dans les chambres. Ici, c'est mon coin à moi. Mon coin à moi, j'adore être là, parce que j'adore cet étang, la vie de l'étang. C'est vraiment apaisant. J'ai le sentiment de me relaxer tout en restant dans mon business, dans mes affaires. Je trouve que ça, c'est le bonheur. C'est de pouvoir suivre tout dans un cadre vraiment idyllique. Et il y a cette espèce de règle qui fait que ici, c'est ma partie vraiment privative, donc personne ne vient me déranger. Donc pas de promeneur ici, sauf autorisation spéciale. En ouvrant le parc et en accompagnant la croissance de la commune, Denis de Kergorlais a réaffirmé la place essentielle du château au sein du village. Pour perpétuer le mode de vie et le patrimoine dont il a hérité, il a su adapter parfaitement sa vie de châtelain à son époque et à son environnement. Quand
Quand on a tout conquis, que l'on jouit de la légitimité d'une réussite industrielle, reste à protéger son patrimoine et à forger sa légende. Paul Dubrul a l'élégance de ceux à qui pas grand-chose n'a résisté dans la vie. J'aime bien les belles mécaniques. Les vélos, les montres, les voitures. J'aime bien ces choses-là. Paul Dubrul a cofondé avec Gérard Pélisson le groupe Accor. Parti du premier hôtel construit avec l'argent du père de Paul Dubrul, le groupe compte désormais plus de 4000 hôtels et 160 000 salariés dans le monde entier. Formule 1, c'est une nouvelle génération des hôtels construits en un temps record, 2 mois. Un succès construit sur des méthodes novatrices et un sens particulier du dialogue social. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on n'est pas assez payé. On a des problèmes d'argent. Si nous augmentons les rémunérations de 200 francs, ça représente un budget de 15 millions de francs sur l'année, 1,5 milliard. C'est plus que le bénéfice que la société fait. Quand ils ont pris leur retraite du groupe Accor, Paul Dubrul et Gérard Pélisson étaient devenus 2 des plus grosses fortunes françaises. Pas dans Suisse, non. Non, il n'y en a pas. Pas que je sache, non, bah non. C'est vrai que le terme riche a une connotation qui n'est quand même pas très favorable en France. Et puis, vous vous comparez toujours aux premières fortunes françaises et des réussites comme Bernard Arnault, les Mulliers ou autres dans le top 10 des fortunes françaises. Je suis tout petit. Je dois, avec Gérard Pélisson, on doit se retrouver, je sais plus, j'ai lu un 150e ou quelque chose comme ça. Donc, oui, quand vous êtes 150e, c'est pas un podium. Hein. Aux Jeux Olympiques, faites pas grand-chose. Mais d'un autre côté, se situer dans le top 1000, bah, c'est pas ridicule non plus. Donc voilà, tout est relatif. Paul Dubrul possède encore aujourd'hui 1,3% des actions du groupe Accor. Et il en est toujours le président du conseil de surveillance. Eh ben, c'est un mauvais jour. L'action Accor a baissé. Elle a baissé même de façon assez forte. De 3%, moi, c'est pas le plus mauvais, mais enfin, pas quand même. C'est pas très important. Bien qu'il ne soit plus à la tête d'Accor, l'aura de Paul Dubrul reste intacte. Et il est reçu comme un pacha dans tous les hôtels du groupe dans le monde entier. Merci. Merci. Légèrement rafraîchi avec de la citronnelle. Rafraîchissant. Enchanté, très heureux. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous auriez une chambre pour moi? Yes, we have a room for you. Je suis d'autant plus content de vous accueillir. On est complet ce soir, donc c'est très bien. Parce qu'il n'arrive pas tous les jours, donc vous nous portez chance, monsieur Dubrul. Alors j'aurais dû vous laisser la chambre. Ah bah non, non, moi je le prends comme un signe de chance. C'est joli ce truc à vous. Oui, oui. Ça me plaît. Ça change un peu. Paul Dubrul est entre guillemets un peu notre père à tous. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois avec Gérard Pélisson. Je pense que Paul Dubrul a l'habitude de descendre dans les hôtels et d'être toujours très bien reçu. Donc évidemment, l'accueil est à la hauteur de son rang, donc en termes de personnel à sa disposition. Moi, je suis plutôt partisan d'accueil assez simple, mais de qualité. L'idée, c'est de le faire de façon un peu subtile et discrète. Bienvenue chez vous. Merci. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais me reposer, je vais prendre une douche. Voilà. Parfait. Bonne installation, monsieur le. Donc Sobano est votre butler. Ah, très bien. Enchanté.
pas le droit de conduire? Non. Allez, comme ça c'est parfait, vous gardez votre sac comme ça. Ça c'est très bien. Voilà. Bon, écoutez, bonne balade dans Phnom Penh. Yes, Sopano, you follow, right? Ok, parfait. Bonne balade. Il y a quelqu'un qui nous suit? C'est celui qui vient à la chambre? C'est le butler. Et ça, c'est quoi? C'est une spécificité pour vous ou c'est une spécificité à corps qui va avec... Non, je pense que c'est pour moi. Mettre à disposition un butler qui s'occupe du petit déjeuner, qui s'occupe de vérifier que tout soit là, qui s'occupe de tout. Parce que je vous signale, et vous devriez peut-être en prendre l'habitude, c'est qu'ici on m'appelle Excellence. Alors, si ça ne vous ennuie pas, en termes de protocole, j'apprécierais que vous le respectiez. Alors en anglais, vous pouvez dire Your Excellency. Paul Dubrul est chez lui un peu partout dans le monde. Son espace semble illimité. Ce sentiment d'aisance et d'appartenance à un même monde est à la fois un enjeu et un des critères de reconnaissance de la belle société. L'inscription dans un réseau prestigieux est le plus sûr moyen d'y parvenir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Non, pas du tout. Ça va? Comment ça? Bon, t'étais très bon. Hein. Ouais. Ah, très bon. À Paris, oui. Ailleurs, t'étais mauvais, mais à Paris, t'étais formidable. Mais il était génial. Il est génial parce qu'il est spontané. Et quand il te raconte qu'il a acheté pour 18 000 € la marque Blancpain, qu'il a revendu 80 millions d'euros. Et pareil pour Hublot, qui a quand même vendu 486 millions d'euros à LVMH. Hein. Il a quand même vendu 486 millions d'euros à LVMH. Ah, il est génial, c'est un génie. Les business, ça va, ça marche? Hein? Ah bon? Non, ici, non. C'est comme un clientèle très haut niveau et là, tout ça, pas la crise. Sinon, oui. La constitution de réseau, c'est l'une des nombreuses activités d'Alain Marty, président du Wine and Business Club, qu'il a fondé en 1991 et qui compte aujourd'hui 2500 membres et des antennes dans une dizaine de villes de province, plus Genève et Monaco. C'est à Paris qu'Alain Marty a lancé son premier club. C'est toujours aussi bien. Contre une cotisation de 5 ou 10 000 € annuels, il réunit une fois par mois des dirigeants d'entreprises autour du plaisir du vin et d'invités économiques prestigieux tels que ce soir-là Thierry Breton, ancien ministre de l'économie. Alors, 1981, c'est la création de la première entreprise. À New York. J'avais 25 ans. C'est pas mal ça. Un ministre qui a créé une boîte, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dis-moi, il faudrait que tu m'organises une petite réunion avec Breton, parce qu'en fait, chez mes clients, ils sont clients de lui et ils veulent lui dire un truc. D'accord. Tes clients sont clients. Allez, je te présente maintenant. Alain Marty a fait de son club une entreprise de réseautage assumée. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Bonsoir. Si t'aimes pas le champagne, tu es déçu. Jean-Pierre est le président du Champagne Gossé. Voilà, et du Cognac Rapin, quoi. C'est un garçon formidable, très fréquentable, formidable. Voilà. C'est vrai qu'il y a un groupe avec une tribu qui a comme point commun d'aimer bien manger, bien boire. Et le troisième point, d'être dirigeant d'entreprise. Et ça fait bon ménage. Les gens n'ont pas à montrer qu'ils ont réussi. Ils ont tous réussi. Donc c'est un peu l'union sacrée avec des valeurs communes. On peut parler de vin, on peut parler de business, on peut parler de palace. Donc tout ça, ça identifie déjà une tribu. Et c'est cette tribu qui fonctionne bien avec une vraie notion de réseau. De palace en palace, Alain Marty est chez lui partout, jusque dans cette célèbre épicerie de luxe parisienne où il donne ses rendez-vous. Un atout considérable dans sa stratégie de réseau. Alors sache-le un jour, mais j'ai un de mes cousins qui est ministre. D'accord. Moi je cherche un bon fiscaliste. Si ta copine a un avocat fiscaliste, j'en cherche un là. C'est le Playboy. Tu vas bien? Ah, ça va et toi? C'est ton bureau là? Il y a pire, non? C'est le plus heureux du monde, toi. Ton bureau en jus fauchon et tout. Non mais c'est génial, non? Ouais, est-ce que tu vas bien? Très bien. Ouais. Je sors de la Ligue, là, tu vois. Donc, il y avait 3 présidents de club anglais, 3 présidents de club français. Et alors, c'est quoi l'idée de la Coupe d'Europe?
Si tu veux, aujourd'hui, la Coupe d'Europe, la H-Cup, c'est bien. La Ameline Cup, c'est une merde. Donc, on veut faire une Ameline Cup qui sera très orientée club anglais, club français. Donc, on va enlever les Roumains, les Espagnols, les Italiens, qui servent à rien. Ah oui. Et puis, redéfinir la redistribution financière. Et puis, surtout, toi qui es dans le business, commercialement, quand tu sais le prix que l'ERC vend les coupes européennes à la télévision, c'est une catastrophe. Ouais, c'est mal vendu. 20 millions d'euros, tu dois en tirer 40 si tu veux. Donc il faut qu'on redéfinisse tout ça. Et du côté des Anglais, il y a Bruce Craig, qui est un mec qu'il faut que tu invites un jour. C'est le nouveau patron de Bass. Ah oui? Un mec que tu faut inviter parce qu'il a des connexions anglaises, comme je sais que tu m'as dit que tu voulais internationaliser. L'année prochaine, enfin. On va parler anglais la semaine prochaine. Non, c'est... Londres? Non, on fait Londres, Düsseldorf, Milan et Barcelone. Ah, il faut que tu rencontres Bruce. Parce qu'en plus, je peux te faire rencontrer tous les patrons de clubs de la Super League, quoi. Ah mais ça serait génial ça. Mais ça serait génial parce qu'en plus avec Peter de Leicester, j'étais avec Peter Wheeler de Leicester, il y avait Bruce Craig de Bath. Ah non, mais là on peut faire un truc sympa. Hein. L'échange de services est à la base du réseau. Et l'opportunisme y est une valeur communément partagée. Il ne faut pas voir le côté négatif ou mercantile du réseau. C'est vrai que quelque part, ça peut aider quand on connaît quelqu'un pour obtenir, ne serait-ce qu'un rendez-vous chez un médecin, un grand spécialiste, un grand ponte qui vous demande 6 mois d'attente. On peut, via quelques bonnes amitiés, avoir un rendez-vous dans la semaine. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Tu connais Alain Dago, non? Oui, non. Alain, est-ce que tu connais le président de Soitec? Non, mais je connais l'entreprise et sa performance boursière. Donc voilà. Mais cette notion de j'ai envie de réussir, au contraire, être opportuniste, je trouve formidable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de réussir dans la vie. Il n'y a pas de honte à se dire quels sont les leviers qui vont me servir à aller plus loin, à créer une société, à reprendre ou à gagner le plus d'argent possible. Tout ça, c'est pas tabou, au contraire. Tu fais quoi? Je développe le patrimoine des particuliers. Ah d'accord. Ça peut être très intéressant, notamment pour les joueurs. Ouais. Aujourd'hui, en période de crise, comment développer le portefeuille de vos joueurs? C'est en faisant des économies d'impôts. Ouais. Bah, ils sont déjà extrêmement sollicités, j'imagine. Le réseau, la sociabilité, la vie de cercle sont autant de manières de se réserver des espaces privés dans la ville. Je travaille à Paris, mais ça peut vous être utile. Quelquefois, il y a les réseaux. On ne sait jamais. Denis de Kergorley est président du cercle de l'Union Interalliée, situé dans un hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, entre la résidence de l'ambassadeur du Japon et l'ambassade de Grande-Bretagne, à 200 mètres du palais de l'Élysée. L'Interallié est un des cercles les plus prestigieux de Paris. Son histoire est aussi illustre que ses membres et son adresse, puisqu'il a été créé en 1917 par le maréchal Foch pour favoriser les relations entre les officiers alliés. Le cercle comprend 3300 membres et dans tous les domaines. Qu'il s'agisse de la fonction publique, de la politique, de la médecine, d'avocats, de financiers, d'industriels, qui se cooptent en quelque sorte. C'est-à-dire que pour pouvoir entrer au cercle interallié, il faut que vous ayez 2 parrains ou 2 marraines et vous passez devant une commission d'admission qui s'entretient avec vous, veut savoir, en dehors des éléments objectifs du dossier, quelles sont vos motivations pour rejoindre ce cercle. Et c'est à la suite de cette procédure que l'on peut être membre du cercle interallié. Quelqu'un qui n'aurait rien fait de sa vie, je pense qu'il s'il était candidat à l'interallié, on lui dirait « Mais pourquoi est-ce que vous avez envie d'entrer à l'interallié ?» L'Interallié est un lieu de grande discrétion, où l'entre-soi ne se laisse pas perturber. Denis de Kergorley nous a demandé de ne pas en filmer les membres. Quand vous êtes membre d'un cercle, vous avez très fort le sentiment d'être chez vous. Vous n'êtes pas en représentation. Vous êtes parmi vos amis et c'est votre vie privée. Par conséquent, une caméra au milieu des membres d'Interallié, ce serait une véritable intrusion. Et donc les gens le vivraient mal. Ce lieu permet d'échanger dans des conditions confortables, dans un cadre tranquille. Discret. Et discret. Je pense que quand vous grandissez dans la vie, il faut accepter de prendre des responsabilités.
vis-à-vis de la société. Et donc, je crois vraiment que ça devient un des vrais critères. On ait envie d'être ou de faire venir des gens à l'Interallié. Je crois que c'est dans notre ADN. On a été créé comme ça. C'est pas uniquement un lieu de fête. C'est un lieu où vous recevez des chefs d'État. Alors oui, moi j'assume que c'est un lieu où des élites se rencontrent, parce que je pense que c'est dans la tradition républicaine française. Je pense que depuis Napoléon Bonaparte, on a créé en France toute une série d'écoles en tout genre pour permettre justement à tous ceux qui ont du talent, du courage, de la volonté, de l'ambition de développer leurs facultés. Et donc, je ne récuse donc pas le mot d'élite parce que je crois que tout le monde, s'il en a la volonté, peut accéder à ces postes où on exerce des responsabilités dans la société. Les élites françaises se sont-elles renouvelées ou s'agit-il en grande partie des mêmes élites qui ont su s'adapter et composer avec la République? Changer pour que rien ne change, pour reprendre la célèbre formule de Lampedusa. Car quelles que soient les élites en place, contrôler son espace, posséder les terres, s'inscrire dans le temps, assurer sa transmission, pratiquer l'entre-soi, les stratégies pour se maintenir au sommet de l'échelle sociale restent les mêmes, par-delà les générations et les époques. Le système est en place, verrouillé. Pour ceux qui sont en haut, il n'y a pas d'autre choix que d'y rester et de convaincre les autres que les places qui ont été attribuées sont les bonnes. Et bien et voilà. Il y a toujours une ribambelle de chiens, comme vous pouvez voir. Ce sont des chasseurs. Comme pour beaucoup de châteaux, la ressource principale du domaine de Canizy a longtemps été la location de terres agricoles à des fermiers. Aujourd'hui, ceux-ci sont des salariés directs de Denis de Kergorle. Il est le propriétaire de leur ferme en même temps que leur employeur. Norbert et ses admiratrices, là. Allez, Péfé. Allez, Vachette. Voilà votre capitale. Ouais, il a l'air bien nourri. Il a déjà beaucoup d'années, là. Il a l'air bien nourri. Ah oui. Pourquoi avoir repris l'exploitation agricole au nom du domaine et pas l'avoir laissé à des fermiers pour vous? Parce que quand les fermes sont comme ça en gestion directe, le propriétaire est vraiment chez lui. Ça nous donne une grande souplesse d'utilisation. Et puis, je dirais qu'au fond, c'est très... Moi, je trouve que c'est très, très agréable d'avoir un couple comme Norbert et Odile qui travaillent en direct pour nous, pour la société civile qui est propriétaire du château. Là, Odile, elle nous trouve des chevaux ou des carrioles pour emmener des clients. Norbert et Odile participent de la vie du château. Ici, on est en symbiose. C'est très agréable de travailler pour le château de Canizy. On a un avantage quelque part, c'est vrai, c'est qu'on est notre patron. Bon, après, il y a quand même des comptes à rendre, mais je veux dire, bon, aujourd'hui samedi, demain c'est dimanche, on est obligé de travailler. Si je veux travailler, je travaille. Vous êtes vraiment des agriculteurs et donc en réalité, pour vous, ne pas quitter la ferme, c'est pas vraiment une contrainte. Ça fait partie de votre environnement. Et je dirais que vos loisirs, ils sont également dans cet environnement. C'est-à-dire que quand vous avez envie de prendre un fusil et d'aller à la chasse, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres. Vous êtes sur place. Ah ben, ça, c'est notre loisir. Ça fait 19 ans qu'on est là, 19 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Et ça nous gêne pas. Non, ça nous gêne pas. Non. C'est pas notre truc, quoi. Pour aller où, pour faire quoi, non. C'est vrai que c'est... Donc vraiment, je me repose sur la compétence technique et le travail agricole entièrement sur Norbert et sur Odile. Oui, vous venez jamais nous remplacer. Je ne pense pas que j'aurai votre compétence. Vous ne pourrez pas avoir la vôtre non plus dans votre travail. Non, mais de toute façon, dans la profession agricole, la notion de vacances est quand même différente de beaucoup d'autres professions. Vous avez beaucoup d'agriculteurs qui sont à leur compte et qui ne prennent pas tant de vacances que ça. De l'huile, le tracteur. Pour le fumier, 2 remorques. Et un tracteur avec fourche. Oula.
Les vétérinaires. Les vétérinaires, ah oui, elle est là. Mais on a eu tellement de soucis avec les veaux. C'est des produits qui coûtent cher. Énorme. Avec le césarienne aussi. Ah ben on a refait lundi dernier. La signature, le type, c'est l'eau. C'est l'eau. Non, on préfère que ce soit comme ça aussi. Au moins, on voit les factures. S'ils ne veulent pas prendre le temps de les regarder, c'est plus notre problème, mais il y a toutes les factures, un chèque de... Là, depuis de se regarder à dire, oula, un beau chèque, donc c'est des vétérinaires. Donc on explique pourquoi, il y a une raison. Pourquoi il y a une grosse note, quoi. Voilà, et au moins, et puis ça permet de se rencontrer, parce que des fois, on a un petit peu de temps sans se voir. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va peut-être se prendre un petit verre. Vous voulez boire quoi? Parce qu'il y a du Ricard, du whisky, du 51. Mais alors, dites-moi, en fait, j'ai jamais fait la différence entre le Ricard et le 51. Ah si, il y a une différence. Ah bon, il y a une différence. L'ascendance des plus fortunés peut sembler naturelle, mais elle est le plus souvent le fruit d'un rapport de force qui a fini par s'imposer. Bonjour les jeunes. Alain Tingaud est devenu un acteur économique majeur de la région d'Agen. Son club de rugby, le SUA, est la deuxième masse salariale du Lot-et-Garonne. Alors, Dulin, Macheneau chez Casseron-là, Dewal. A priori, Ebanon et Dewal seraient absents. Bon, mais écoute, on s'ouvre un courrier. On va montrer que quand même, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le Sporting Union Agenais, c'est un grand club, c'est un très grand club. C'est un grand club qui doit se faire respecter et qui est très respectable. J'ai besoin de vacances, comme vous, parce que je vous jure que je suis président de société, j'ai pas mal réussi dans ma vie professionnelle. Diriger un club de rugby, beaucoup de gens veulent la place de président d'un club de rugby, mais je vous assure que c'est pas facile tous les jours. C'est un vrai bonheur de le faire, mais c'est quand même très compliqué. Pour assurer la croissance du club, Alain Tingaud développe des entreprises associées au SUA. Il veut racheter aujourd'hui une activité de traiteur qui est en difficulté. Donc moi, l'idée qu'on a, c'est de dire, bon, aujourd'hui, on prend 100% du contrôle des SRD, et tout ça pour rien, quoi, pour l'euro symbolique. C'est-à-dire que vous abandonnez les comptes courants et vous cédez les actions pour un euro symbolique. Au départ, on met les compteurs à zéro, effectivement vous perdez tout, enfin vous perdez tout, entre guillemets, vous avez déjà, à mon avis, tout perdu. Mais par contre, il y a un retour à bonne fortune. On a tout perdu, sauf si on trouve 500 000 € de chiffre d'affaires. C'est une solution immédiate, puisqu'elle va être au mois d'août, mais j'envisage toujours d'autres pistes, évidemment. Armandie Traiteur, c'est viable si on rassemble les deux activités. Armandie Traiteur, attends. Si ça doit prendre un peu de temps, ça prendra un peu de temps, mais moi je ne peux pas me permettre de ne pas reprendre le contrôle de la totalité d'Armandie Traiteur. Il faut que ça se lance, voilà. Enfin, moi ce que j'entends est blessant, parce que dire ça ne vaut plus rien. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est notre problème, nous on veut tout récupérer. Ça c'est ce côté qui me... On prend un gros risque financier parce qu'on va cautionner le truc. Attends, Michel. Ouais, ils ne vont pas vous demander de caution. Attends, mais Michel, tu plaisantes. Ils vont nous demander au moins 200 à 300 000 €. Attends, je vais finir, Dominique. Ce que tes actionnaires, les fameux deux Tartampions qui n'étaient pas là, n'ont jamais voulu assurer quand même. Je me permets de te le dire. Parce que si t'es où t'es là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire. D'accord? Nous, on s'engage à le faire. C'est pas rien, Michel. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour toi, Michel, pour la table d'Armandie, pour ce qu'on peut faire ensemble. C'est vrai que c'est une opportunité pour nous, parce que moi je suis très honnête vis-à-vis de toi. C'est une opportunité pour nous. Non mais attends, on doit se dire les choses franchement. Je sais pas, quand je vois ça, pratiquement c'est l'inverse qu'on me dit. Donc, Mais c'est une opportunité pour nous de pouvoir créer Armandie Traiteur en faisant l'acquisition de la totalité de l'actif SRD. D'accord, Michel? Et il n'y aura pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution envisageable. Parce que, je vais te dire, l'avantage, c'est peut-être aussi mon expérience aussi, c'est que je sais à peu près ce que je fais quand même. La belle assurance de ceux qui ont réussi va bien au-delà de leur activité professionnelle. Je vois qu'il y a du beau monde. Paul Dubrul, bien que retiré de la direction opérationnelle du groupe, affectionne toujours de réunir autour de lui des membres d'accord. Comme ce soir-là, les directeurs de Sofitel, la marque de luxe du groupe. Et aucun doute,
il est resté leur patron. Qui est basé à Comment allez-vous? Merci de nous accueillir. Ben oui. Ravi d'être. Ça fait plaisir de vous voir ici. Eh ben, tout à fait. Quelquefois, c'est vous qui m'accueillez chez vous. Donc Absolument, fois, avec grand plaisir. Merci en tout cas. Amal qui est qui nous est consultant pour nous. Bon. Merci de votre accueil. Jean-Philippe Kahn qui est au Luxembourg. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur le Président, bonsoir. Je dis que son hôtel n'est pas au niveau. La façade, elle est pisseuse. Alors, je ne vous blâme pas, parce que c'est vraiment une question d'investissement, parce que les équipes sont très bien, j'ai très bien reçu, j'ai vérifié. Je vois bien quand de temps en temps on me fait le coup du violon, des tirages de chaussures, ça j'arrive à faire la différence, pas toujours. Mais j'aime bien quand même qu'on me tire les paumes. Mais ma femme me dit, ah t'as pas vu, on t'a encore tiré les paumes. Je dis, j'aime ça. Mais j'arrive à voir quand même, si c'est pour cacher, si c'est pour mettre la poussière sur la carpette. Bon. Vous étiez responsable des Saouira, c'était votre truc là, vous? Non? J'étais au à l'époque. Non. Parce que j'étais au Sofitel des Saouira avec ma femme il y a 6 mois. Et j'ai fait une note à Yann Caillère et Dominique Colliard en disant que c'était une honte. C'était une honte pour accord de ce non-professionnalisme. Il n'y avait rien qui était professionnel. Je dirais, au moins que les robinets, non mais je veux dire, on laisse faire des décorateurs qui font n'importe quoi, mais ça fait c'est beau. Alors on rentre, on dit c'est beau. Hein, j'en ai rien à foutre, moi, que ça soit beau. C'est une qualité que l'on donne en plus de la fonctionnalité. Mais il faut au moins que ça fonctionne. Alors, les femmes de chambre qui sont à 4 pattes en dessous du lit, elles ont mal dans le dos, elles sont syndicalisées parce qu'elles ont des conditions de travail qui sont pas faciles. Bon, je veux dire, que ce soit pratique. Mais tout était con, mais à mourir. J'étais fou furieux. J'ai fait une note au directeur, c'est pas de sa faute, il avait récupéré l'hôtel, il gérait au mieux. Le personnel était sympa, comme tout, il était compétent, mais on leur avait filé un truc merdique. Mais c'était grave, c'est que nous avions été responsables de l'engineering du truc. Si c'est ça notre engineering, vous êtes mal barrés, les enfants. Est-ce qu'on vous a trouvé des cigares? Oui. C'est ça, vous avez trouvé ça? C'est Paula qui m'a donné ça. Il ne faut pas demander à Paula. Il faut aller, je vous ai dit, dans la cave à vin. J'ai pris toutes les boîtes que j'ai trouvées. Il y a un très beau coffret. Celui de l'année passée. Oui, celui de l'année passée. Exactement. Avec les bons colbas. Jean Bertrand. L'apparente complicité ne peut masquer la place que chacun occupe. Les positions des uns et des autres ont été intériorisées et acceptées. Mais venez plus près. Mais venez plus près. C'est ça. Vous êtes dans un coup de gueule. Mesdames et messieurs, dépôt de gerbes par la commune de Beaurepaire. Nous voici de retour à Beaurepaire, un concentré de France, à la fois anachronique et éternel, où le 14 juillet se célèbre comme un 11 novembre. Pour les morts de 14-18, Georges Gogo, Charles Comte de Lupé, La mairie, hébergée depuis des générations dans le château, la situation n'est pas que folklorique. Nous allons respecter une minute de silence. Elle nous ramène à cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, tirée du Contrat social. « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit. » Compte tenu de la sécurité du temps, on va faire le vin d'honneur au château. Bon, s'il vous plaît. Bien, ben, vous remarquerez qu'à Beaurepaire, quel que soit le temps, la table est toujours bonne. Alors c'est grâce à ces dames et messieurs qu'on remercie beaucoup et qu'on applaudit. Vous avez mon médicament habituel, un fond de whisky avec du Perrier. C'est pour ce type d'occasion, on ne se dit pas qu'effectivement, il manque une mairie à... S'il y avait une mairie, ben, on aurait peut-être un rez-de-chaussée ou une grande salle de la mairie où on pourrait prendre le pot. Voilà. Bon, on a un désaccord là-dessus, mais bon, ça empêche pas le reste.
Ça n'a même pas été débattu en conseil municipal d'ailleurs. J'en avais parlé à tous les conseillers, moi, séparément. Tout le monde était d'accord. Je n'avais pas réalisé que c'était partagé. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un véritable projet derrière. Donc, bon, je n'ai pas fait spécialement avancer le dossier. Hein. Je pense que vous aviez pris ça comme quelque chose de personnel, mais c'était pas du tout contre. Oui, bon. Surtout qu'il vous avait fait venir chez nous pour en parler avant, discrètement, tranquillement. Non, mais vous y aviez mis l'effort, mais oui, je pense. À chaud. Je l'avais mal pris. Oui, je l'avais mal pris à ce moment-là. Il y avait eu un. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu peu de temps avant un mariage. Et que, vu le monde de la commune qui était à ce mariage, j'avais l'impression que les gens étaient contents du système. Alors, sur le coup, effectivement, je me suis raidi. Après, je me suis aperçu que c'était peut-être pas le cas, que tout le monde soit content du système. Et puis voilà. Mais je le répète, hein, un conseiller lance le débat au conseil, il est tout à fait habilité à le faire. Il y a une majorité, je suis obligé de m'incliner. Allez, Fernand. Bien. On n'est pas beaucoup, Bon, allez. Allez, venez vous servir. Allez, à la commune. Allez, bonne santé tout le monde, à Borpère. On a rechargé, hein, faut les manger. Patricia, je vais aller m'occuper de maman maintenant. Hein. Voilà. Patricia. On va marier Normalement la aussi à partir de... La salle des fêtes, on l'aura. La salle des fêtes, on l'aura. Ça, vous pouvez en être sûr. Non. Sauf si les gens reconnaissent les communes. Il ne nous laissera jamais rien. Il n'y a plus qu'à du terrain. Ça va, ma pupusse? Et puis, bon, c'est vrai que la structure à gérer, c'est quand même... Après, il y a des frais d'entretien, il y a quand même des frais d'entretien, il y a quand même personnel, il y a quand même tout ça, quoi. Bon, je crois que le plus gros problème, c'est quand même le terrain. Du poisson quand même. Hein. Non, ça va, il est bien parti. Il est bon. Oh, 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 Jérôme. Il est bon. Jérôme. C'est pour être bon. C'est foutu pour, c'est foutu pour l'augmentation, hein, je vous signale. Bah, j'imagine bien. Ça, ça fait un petit moment que je me faisais plus d'illusions. Pas. Il y a mon rythme cardiaque qui s'accélère. C'est étonnant. Le mien aussi, monsieur. J'ai peur de rater. Le stress. Et après ça, on se prendra un bon cigare. Vaut le voyage. Vous n'allez pas être déçu. Aujourd'hui, on a l'impression que on est revenu en 1789 et qu'on a remplacé les aristocrates par ce qu'on appelait des riches et on jette l'opprobre sur les riches. Mais sans les riches,
une nation n'existe pas vraiment. Sans les riches, une nation n'existe pas vraiment, nous dit Paul Dubrul, cofondateur du groupe Accor, le plus grand groupe hôtelier européen. Ça va bien? Eh oui, je me devais d'être là. Ça va très bien. Ça va bien? Oui, alors ça se passe bien. Envie de t'accueillir? Mais merci, chez nous, merci. Non, chez toi. Quelle est la nature du rapport particulier qui lie une nation et ses citoyens les plus fortunés? Nous sommes le gardien. Par quel processus ceux-ci se rendent-ils indispensables, incontournables? L'influence que les plus riches ont sur la société va bien au-delà de leur impact économique immédiat. Allez-vous, ça me fait plaisir de vous voir. L'homme politique de la région. Paul Dubrul est aujourd'hui une des plus grosses fortunes françaises et un parfait exemple de réussite. C'est bien que tu sois là, les appareils crépitent. C'est depuis que tu es arrivé, moi jusque-là il se passait rien du tout. C'est une aventure extraordinaire qu'on va retracer avec Paul Dubrul et Gérard Pélisson. Vraiment, il y a un lien très profond entre les racines et le Accor d'aujourd'hui. Le rêve, c'est beau le rêve, ça reste fort le rêve, c'est un enthousiasme et l'imagination. Imaginez et rêver. Je vous demande un très fort applaudissement, voire une ovation pour Paul Dubrul et Gérard Pélisson. Et je crois... Ah oui. Même si vous en défendez, je sais que l'humilité, ça fait partie de vos valeurs. Vous êtes des icônes. Gérard et moi, on avait envie de créer une entreprise. Mais si on n'a pas un grand rêve, on aura des petites réalisations. Il faut rêver de faire quelque chose qui soit passionnant, quelque chose qui va passionner ceux qui vont travailler avec vous, quelque chose qui va les motiver. Il faut rêver. On revient dans 2 mois, faire une présentation là, pour le forum. Bonjour. Alors, Maïlis, M-A-Y-L-I-S. Une carrière comme ça, c'est vraiment très impressionnant. Il est quand même à l'origine de plus de 4000 hôtels, des restaurants et des très grandes chaînes. Donc oui, ça fait rêver et j'aimerais effectivement, pourquoi pas, embrasser le même genre de carrière également. C'est quelque chose qu'ils ont accompli et donc ils peuvent être fiers. Donc oui, ça fait rêver. C'est sûr que ça fait rêver. Mais bon, il y en a plein d'autres dans le monde, mais on a la chance de les avoir avec nous, donc j'en profite. Voilà. Cindy, oui, ça s'écrit comment? C-I-N-D-Y. Oui, c'est vrai. J'admire et ça donne envie de nous aussi trouver l'idée qui va nous faire réussir et peut-être un jour de nous, à notre tour, faire signer faire dédicacer nos propres livres sur notre réussite. Les riches font rêver. Leur réussite, leur mode de vie fascine. Ils brillent comme une galaxie et cette lumière nous attire. Mais cette galaxie présente une face plus sombre, discrète, qui se donne moins à voir. Car ce qui apparaît comme légitime, voire naturel, est le fruit d'un patient travail, de stratégies héritées et entretenues. En 2006, Paul Dubrul, s'étant retiré de la direction opérationnelle d'Accor, battu aux élections à Fontainebleau où il était sénateur-maire, décide de s'exiler à Genève. Alors, on commence avec le 1er octobre. J'ai eu en ligne M. François Petit. Il se proposait éventuellement de venir à Genève le 1er octobre. Ah. Confirmé. 15 heures, c'est bien. Alors, à propos du Portugal, j'ai vu que le bateau qui avait servi au jubilé de la reine Elisabeth II avait été racheté par un Portugais qui allait faire des croisières sur le Douro. Si les impôts ne nous mangent pas tout, on pourrait faire une petite croisière là-bas. Je suis aujourd'hui
domicilié en Suisse parce que j'ai fait le calcul suivant. Pour moi, et dès le départ, j'ai toujours dit ça, il y a d'abord ma famille, ensuite mon entreprise, ensuite mon pays, ensuite l'Europe et ensuite le monde. Bon, aujourd'hui, ayant pris ma retraite, je ne suis plus exécutif, je n'ai plus les manettes d'accord. Donc, je me retourne, je dis, bon, j'ai un patrimoine, qu'est-ce que j'en fais? J'ai beaucoup donné, j'ai payé énormément d'impôts. J'ai commencé, j'étais seul, ensuite avec Gérard Pélisson. Quand on est parti, il y avait 160 000 personnes. 160 000 personnes, il devait en avoir 80 000 en France. Et ces 80 000 ont payé des impôts en France, ont payé... Bon, tous nos hôtels ont payé des impôts, l'entreprise a payé des impôts. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait quand même un paquet d'impôts. On a vraiment contribué à la richesse du pays. Vous avez reçu 68 058 euros. Combien? 68 000 euros. Ah bon, j'ai compris 68 euros. Et ils voulaient savoir où les verser. Ils veulent à la banque. Donc on les met BT, Paris. BT, oui, plutôt Luxembourg, oui, BT. Et puis on a les dollars, passablement en cash. Je voulais savoir ce que vous vouliez faire. Comment? On a des dollars en cash. Vous avez plus de 600 000 dollars d'un côté. C'est pour ça que je vous propose de vendre des fonds de placement monétaire. Oui, mais d'accord, oui, faites. On fait ça? Oui. L'hôtel confidentiel, j'ai pas ouvert. Cette bataille contre les riches, contre les exilés fiscaux, contre ceci et cela, moi je pense qu'on est à l'époque de la mondialisation, tout ça se fait dans la légalité, et on va là où on est mieux traité. Il y a une époque, on ne pouvait pas divorcer, on était obligé de vivre avec sa femme qui était insupportable. Eh bien, maintenant on peut divorcer. Et on choisit une femme qui est moins insupportable. Dans la vie, c'est comme ça. Quand la France devient un petit peu insupportable, eh bien, on va dans le pays voisin qui est un peu plus supportable. On divorce un peu de son pays, et ça, c'est un peu triste. C'est un peu triste d'être amené parfois à dire on va divorcer de son pays, que malgré tout, on aime, mais qu'il arrête d'être insupportable. Pourquoi il ne serait pas supportable ? Plutôt que de la donner aux impôts, Paul Dubrul a décidé de choisir lui-même ce qu'il ferait d'une partie de ses contributions. C'est tout naturellement vers l'hôtellerie qu'il s'est tourné quand est venu le temps de faire valoir son utilité en créant une fondation. Donc en fait, ici, c'était l'ancienne cantine avec maximum 80 étudiants. Maintenant, le nouveau restaurant, on a jusqu'à 3 services de 130 couverts. Très bien. Voilà. Ça, c'est le nouvel espace professeur. Vous vous souvenez, la dernière visite l'année dernière, en fait, c'était les sanitaires, les anciens vestiaires. C'est ça. Bien, bien, c'est bien. Merci. Donc, de 12, on est passé à 25 stations informatiques. Il faudrait que je prenne un cours, moi, parce que j'en ai besoin. C'est bien fait avec les pylônes qui sont avec un peu de fruits, là, c'est joli, ça. Alors, qui est le... C'est vous l'architecte? Yes. Félicitations, c'est très joli. Thank you very much. Ouais. C'est très bien, merci. Thank you. Bien. Bien. Paul Dubrul a créé cette école hôtelière en 2002, lorsque déjà retraité d'Accord, mais toujours sénateur de Fontainebleau, il a entrepris un voyage de 10 mois à vélo pour son inauguration. Je me suis rendu compte, quand on allait dans les pays, je dirais, du tiers-monde en voie de développement, ce qui manquait le plus, c'était la formation. Alors, je ne sais pas si ça va me faire gagner quelque chose au paradis, vu que j'y crois pas. Mais bon, je crois que c'est un peu dans la nature humaine. Quand on a un reçu, on aime bien aussi donner, c'est ce que j'essaye de faire. Paul Dubrul a d'abord financé la construction de l'école. Depuis, sa fondation lève régulièrement des fonds pour payer la scolarité des élèves. Mais cela ne suffit pas. Ils sont assurés qu'il n'y aura pas de problème.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment d'argent, je couvre la différence. Voilà. Okay. Et ça, au final, ça vous coûte combien cette affaire? L'amour n'a pas de prix. Non, en réalité, j'en sais rien. Les travaux ici d'extension ont coûté 850 000 $. L'école, à l'époque, avec ses extensions et tout, je ne sais pas combien ça a coûté. Jusqu'à présent, on en était à combien? Votre contribution est supérieure à 4 millions de $. Voilà, 4 millions de $. Je ne savais pas que j'avais mis autant, mais enfin, merci de me le dire. Depuis 2000. Oui, 4 millions de $. Bon, ben voilà. Je suis un exilé fiscal, je fais quelques économies, et je préfère le placer là que de le donner à la lessive, mettre dans la grande lessiveuse de l'État, qui en fait souvent mauvais usage. Mais l'école sert aussi les intérêts du groupe Accor. Elle est un vivier pour les marques de la chaîne hôtelière dans la région, qui dispose ainsi d'un volant de personnel formé aux normes internationales. You were happy with the school? Very. What did you learn? Hospitality. Yeah. Some cooking? Yes. Cooking. Eh ben merci de votre présence. Qui a fait le cocktail? C'est notre bartender. Je viendrai vous le présenter juste après. Alors à votre santé. Paul Dubrul est devenu un personnage important au Cambodge. Les célébrations des 10 ans de son école sont l'occasion de le lui rappeler. Ça, c'est l'école de grand-père, ça. Tu l'as déjà vu, l'école de grand-père? Hein? Il y a pas que 9 fois. Ah, c'est ça la nouvelle enseigne, oui. Merci. C'est gentil, merci. Bonjour, merci. Monsieur le ministre, merci. Plaisir de vous revoir. Et merci de venir à cette manifestation. C'est très, très content. Merci. Vous avez vu l'agrandissement de l'école? Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est le truc bouddhiste, là. Merci. Merci, bonjour. L'histoire, depuis 10 ans, vous la connaissez. Cette école, je l'ai inaugurée en 2002, et depuis l'ouverture, 1400 élèves sont sortis diplômés de cette école. Le financement a été assuré par ma fondation familiale de droit suisse, représentée aujourd'hui par 5 de ses administrateurs, mes 3 filles, Laurel, Éléonore et Ambre, et ma femme, Céleste, et moi-même. Je leur demande, pour qu'on les reconnaisse, qu'ils veulent bien se lever. Merci. Merci, c'est super. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Merci beaucoup. Bravo. Allez, bravo. Si j'ai la reconnaissance ici, bah c'est bien. Je préfère avoir ce genre de compliments que les critiques de Mélenchon. Mais les critiques de Mélenchon, je m'en fiche. Bon. La reconnaissance contre l'opprobre. Rester un bienfaiteur tout en s'exilant. Là, vous en avez plein les yeux. En se posant en détenteur de l'intérêt général, Paul Dubrul réaffirme son utilité et légitime la nature de sa richesse. Ce qui peut, au passage, servir ses propres intérêts. Au revoir. Les propriétaires de châteaux sont communément identifiés comme dépositaires d'un patrimoine commun. À Canizy, en Normandie, le comte Denis de Kergorlay accueille les visiteurs pour les Journées du patrimoine. Là, vous attendez un petit peu que ça soit juste terminé. Hein. D'accord. On a refait pratiquement toutes les couvertures du château au cours des dernières années. C'est la partie pour laquelle nous avons été aidés par l'État.
Mais comme l'État n'a plus beaucoup d'argent, au cas où vous ne le saviez pas, ce sont mes 2 ouvriers couvreurs qui ont refait toute la tour, qui est là. D'ailleurs, la partie derrière est encore en cours de réfection. Et en fait, l'essentiel des travaux, c'est le personnel du château. Quand vous restaurez et maintenez des monuments historiques, ça permet à des gens qui ont des vraies connaissances d'artisans d'avoir un travail qui est à la hauteur de leurs compétences. Conserver le savoir-faire. C'est ça. D'où l'importance d'avoir des monuments, et d'où cette excellente idée des journées du patrimoine, où ça permet à tout le monde d'échanger à ce sujet. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais que les Français soient plutôt fiers de leur château. Je connais parfaitement la relation ambiguë que la population française a avec les châteaux, puisqu'ils sont des réminiscences de l'Ancien Régime. Donc ils sont chargés de symboliques fortes. Et en même temps, donc il y a un rapport love-hate, on rejette, mais en même temps on est intéressé. Et je trouve que j'aime bien jouer sur la carte. Ben non, en fait, vous savez, c'est notre histoire commune et ça nous appartient un peu à tous. Une fois par an, le château s'ouvre largement au public qui, l'espace d'une journée, peut profiter de cette histoire commune. Absolument formidable, c'est vraiment une beauté ce château. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment un patrimoine digne de ce nom, quoi. C'est magnifique, monsieur le comte est sympa, très simple, très gentil. On ne s'est jamais arrêté. Non, jamais. Non, mais vraiment ébloui, hein. Ah oui. C'est très beau, très très beau. Oui. Le succès de ces journées partout en France confirme l'attachement des Français à ce patrimoine. On se presse pour visiter une cour de château, son parc. À Beaurepaire, à une 60aine de kilomètres au nord de Paris, le marquis Christian de Lupé accueille ses derniers visiteurs. C'est magnifique. Hein. Ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, merci d'avoir ouvert vos portes. Ah non, mais je le fais tous les ans depuis 81. Ah bon? Vous savez, ça avait été créé par Jacques Lang en 81. Oui. Bon, on a ouvert tout de suite, puis d'un autre côté, il faut comprendre. Bon, on est protégé au titre des monuments historiques. Bon, on ouvre, on voit l'ascenseur, c'est normal. Hein. Oui. Puis les gens posent des questions, c'est amusant. J'ai eu de tout comme question aujourd'hui. Ah oui. Ah là là. On m'a demandé combien ça coûtait, les différentes aides qui existaient. D'ailleurs, ce que les gens comprenaient, c'était que, faut pouvoir, ça c'est clair, il faut pouvoir, mais ça suffit pas. Il faut vouloir, et pour vouloir, il faut aimer. Voilà, si on n'aime pas un endroit comme ça, voilà. Alors c'est très cher pour le courant, puis après vous multipliez par 2, par 3, par 4 quand il y a des travaux. Ah oui. Mais là, à chaque fois, vous pouvez nous solliciter des aides quand il y a des travaux. Alors, quand je fais, par exemple, quand j'ai refait le toit. Bon, le toit, c'est monstrueux. Hein. Bon, un toit, c'est bon. Et à ce moment-là, donc j'ai eu en moyenne, disons, entre 12 et 15% de subvention. En plus. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus. Voilà. La toiture, c'est un coût énorme. Hein. Puis c'est ce qui met à l'abri toute la structure du château. Alors, c'est de l'ardoise d'Angers, posé au crochet de cuivre sur voligeage en bois traité. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, vous promenez comme vous voulez, hein, profitez-en. Voilà, mais j'étais content de vous avoir rencontré. Au revoir, madame. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Vous vous estimez dépositaire d'un patrimoine, mais c'est également une propriété privée. Comment on peut bien définir les deux rôles? Ah, mais là, vous mentionnez cette exceptionnelle exception française où il y a 15 000 monuments privés en France, dont plus de 6 000 sont classés ou inscrits. Il n'y a qu'en France que ça existe. Cette situation est exceptionnelle, elle génère un tourisme incroyable en France. Donc, un monument historique privé fait partie du patrimoine national. Au nom de ce patrimoine commun dont ils sont dépositaires, les propriétaires de monuments historiques bénéficient d'aides de l'État pour leurs travaux les plus importants. Ça vient d'être terminé, donc c'est flambant neuf encore, et on va travailler sur cette tour. Je crois que c'est à peu près ce qui reste à faire. Et après, on aura refait toutes les toitures du château. On ne se rend pas compte, mais ce sont des montants de quel ordre?
c'est des centaines de milliers d'euros, quoi. C'est-à-dire, c'était, quand on faisait des tranches, c'était de l'ordre de... Non, je ne sais plus très bien les montants. Mais ce que je peux vous dire, c'est que s'il n'y avait pas eu un peu d'aide de l'État, ça aurait quand même été difficile. En plus de ces aides directes, les propriétaires de monuments historiques bénéficient d'un régime fiscal particulier qui leur permet de déduire une partie ou la totalité des travaux de leurs revenus imposables. Les salaires de gardiennage sont également couverts par le régime fiscal. Puisque les châteaux sont un peu à tout le monde participe, via l'État, à leur entretien. Un régime fiscal qui s'applique à tous les monuments inscrits ou classés, même non ouverts à la visite, non visibles de la route, au bout d'une allée d'arbres de plusieurs centaines de mètres. Ça ne contribue pas au mode de vie du propriétaire, ça contribue à la conservation du patrimoine historique. Vous, sans ce régime fiscal, l'entretien de Beaurepaire, ce serait impossible? Je crains que non. En étant le plus objectif possible, je ne pourrais pas à la fois cumuler l'imposition que sera la mienne et les travaux que j'ai l'obligation de faire pour Beaurepaire. Donc, forcément, je ferai ce qui est obligatoire, c'est-à-dire l'imposition. Et à ce moment-là, les travaux de Beaurepaire ne pourraient pas être faits. Je n'ai pas suffisamment de possibilités de le faire. La question est très simple. Est-ce qu'on veut des monuments historiques ou est-ce qu'on ne veut pas des monuments historiques? Une partie des monuments historiques appartiennent aux collectivités locales ou à l'État. Les collectivités locales et l'État, quand ils peuvent s'en débarrasser, c'est tout ce qu'ils souhaitent. Parce que ça coûte une fortune. Je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ce partage des responsabilités publiques-privées, sauf à dire qu'on n'en a rien à foutre de nos monuments. Le budget de conservation et d'entretien du patrimoine est passé en 10 ans de 850 millions d'euros à 350. Les propriétaires privés de monuments historiques ont réussi, eux, à conserver un soutien indéfectible de l'État pour l'entretien de leurs propriétés. Je vous explique en 2 mots. Beaurepaire est une maison de famille. Ça existe depuis le Moyen-Âge. Et depuis le Moyen-Âge, ça n'a jamais été vendu. Donc, c'est cette continuité d'un château qui est toujours resté dans la famille, qui n'a jamais été vendu, qui en fait un petit peu son charme. Personne ne souhaitant voir les châteaux tomber en ruine ou vendus à des milliardaires étrangers, leur prise en charge par la communauté s'est perpétuée de génération en génération. À Canisy, Denis de Kergorlet clôt les journées du patrimoine en accueillant une famille du village. Le château, qui est maintenant une résidence hôtelière de luxe, ferme exceptionnellement ses portes à ses habituels prestigieux clients. Tu prévois toujours qu'on fasse une visite du château? Pour 80 € par personne, cette famille va offrir à la grand-mère un anniversaire de rêve. Un dîner avec une visite guidée par le maître des lieux. Oh, ma petite Mimi! On va prendre le couloir rez-de-chaussée et on va voir Je vais vous montrer les 3 plus belles chambres que j'ai, parmi les plus belles chambres, qui sont des chambres au rez-de-chaussée et qui donnent sur l'étang. C'est des feuilles qui sont... Alors, cette pièce, c'est un peu ma pièce musée. D'ailleurs, même les enfants, quand ils sont entrés dans la pièce, ils ont fait silence. Ici, on a des livres sur le Napoléon Ier, et on a des livres sur la Révolution française, etc. C'est vraiment une bibliothèque d'histoire qui a été constituée par mon ancêtre Hervé de Kergorlet. Donc, c'est rare qu'on puisse la montrer parce que on ne peut pas être très nombreux, etc. Mais c'est ce qu'on peut faire dans le cadre d'un petit dîner amical. Voilà, allez, certains ont faim, d'autres ont soif. Des visites privées comme celle-ci, avec le comte, c'est très rare. Donc, c'est vrai que c'est des moments de bonheur et des moments de privilège qu'il faut enregistrer en mémoire, effectivement, pour se dire, voilà,
on a eu ça, on a eu le droit à ça. Et ouais, c'est un moment très privilégié d'être ici en famille et dans ce château, dans ce lieu qui est magique de toute façon. Merci Denis pour cette visite. Vraiment, je disais, c'est un privilège. C'est un privilège. Vous avez privatisé les journées du patrimoine. Ce n'est pas le châtelain qui se sent privilégié, mais ses clients. Denis de Kergorlay, lui, est légitime dans son rôle de conservateur du patrimoine. Paul Dubrul n'a pas de château familial, mais il s'est offert un domaine. Tout en étant exilé fiscal, Paul Dubrul jouit d'une magnifique résidence secondaire dans le Luberon, ainsi que d'un vignoble qu'il a acheté il y a une trentaine d'années. Je suis plus hôtelier que vigneron, mais je m'intéresse de plus en plus, puisque depuis que je ne suis plus opérationnel dans l'hôtellerie, je m'intéresse quand même beaucoup, j'ai beaucoup de projets pour la vigne. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça fait quand même 35 ans que je perds de l'argent là-dedans. Depuis une vingtaine d'années, toutes les grandes fortunes ou presque se sont mises au vin. François Pinault et Bernard Arnault furent les deux pionniers en la matière. En prenant la direction de LVMH en 1987, Bernard Arnault a entamé une irrésistible conquête dont deux des plus hauts faits d'armes furent l'achat du château Cheval Blanc et celui du château d'Yquem, dans le parc duquel il a marié sa fille en 2005. À l'instar de ces deux figures emblématiques, des dizaines de riches hommes d'affaires se sont offerts des vignobles. Ils profitent au passage de l'avantage fiscal que procure un vignoble, qui permet d'alléger son ISF. Bien. Il faut passer à un stade supérieur. Il faut que l'on arrive à avoir un vin exceptionnel. Alors, je raconte que au début, j'avais dit, je voudrais bien pouvoir boire mon vin, parce que j'avais une cave de Bordeaux et de Bourgogne et je ne buvais pas mon vin tellement il était mauvais. Donc, j'ai dit, il faut quand même que je puisse le boire. Au bout de 2 ou 3 ans, j'ai commencé à boire mon vin. Ensuite, je lui ai dit, bah maintenant, j'aimerais bien pouvoir l'offrir à mes amis sans que, lorsqu'ils passent la porte, j'entends, dis donc, il est dégueulasse son vin. Donc, d'arriver à faire un vin que je puisse offrir à mes amis sans rougir. On y est arrivé. Et puis, période de Jeux Olympiques, j'ai dit, j'aimerais bien faire un podium, qu'on soit l'un des 3 meilleurs vins du Luberon. Au-delà de la rentabilité financière, ces riches vignerons se livrent une bataille de reconnaissance. C'est à qui aura la cave la plus luxueuse, le plus beau chai, l'architecte le plus renommé. Après, ça marche pas, quoi. Et Jean-Paul. Tout nouveau matériel. Je vous ai dit que c'était allemand, en fait, c'est suisse. Ah, c'est bien ça. Comment on appelle ça? Pressoir pneumatique. Pressoir pneumatique. Oui, c'est un pressoir, mais comment? Pneumatique, parce que c'est une membrane qui se gonfle à l'intérieur. Il n'y a pas mieux, quoi. C'est la Rolls du pressoir. C'est juste très cher. Voilà. Et celui-là... Ça, il me l'a dit après. Donc voilà le projet. Alors, quelques vues. Alors, ça va se présenter. Voilà le mur qui va souligner. Il va y avoir un magnifique mur. C'est Jean-Michel Villemotte qui a dessiné ça. C'est un investissement global de 6 millions d'euros. Voilà. Et normalement, je dois retrouver mon revenu, je dois avoir un retour sur investissement qui sera normal. Je ne vous dis pas ce que c'est que normal. En tout cas, c'est pas une perte. Son mur, hein. Se faire plaisir et être reconnu. En s'achetant des châteaux, ces grandes fortunes s'anoblissent. Alain Tingaud a succombé lui aussi au prestige du vin. D'origine modeste, après avoir fait fortune dans les nouvelles technologies, il s'est installé dans la région d'Agen pour se consacrer à ses passions. Tu vas te mettre là?
Je fais partie des Français qui, peut-être ayant gagné un peu d'argent, sont restés en France. Donc voilà, donc si je suis resté en France, c'est que je respecte mon pays, je suis très cocorico, j'aime la France et je ne suis pas parti ni en Suisse, ni en Belgique, ni en Angleterre pour ne pas participer à la vie collective de mon pays. Monsieur le Président. Salut Pierre, tu vas bien? Après avoir acheté son vignoble, Alain Tingaud a pris la direction de l'Union interprofessionnelle des vignerons de son appellation. On a quand même des bons vins dans le département. Oui. Vous les avez goûtés? Oui. Alain Tingaud, je vais dire, c'est un petit peu la personne qu'on attendait pour redynamiser cette appellation, qui est très ancienne. Il donne vraiment de sa personne pour nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Ce sont des gens vrais, des gens du terroir qui aiment le produit. Et ils ont besoin de se faire connaître, ils ont besoin d'une certaine visibilité. Alors, il est probable que, peut-être... je suis peut-être quelqu'un qui a un peu plus de relations que certains vignerons et je pense que, utiliser aussi mon réseau personnel, mais aussi, je peux peut-être leur apporter mon expérience de chef d'entreprise, voilà. On est vachement bien. C'est bon, hein. Putain. Alain Tingaud a également mis ses compétences au service du club de rugby d'Agen, dont il est devenu le président après l'avoir racheté et dans lequel il a investi beaucoup d'argent. Son action a permis au club de retrouver l'élite du rugby français, le top 14 en 2010. Vous voyez 13 000 personnes qui l'attendent. Et moi, je me suis battu depuis 3 ans et je suis très fier ce soir, très heureux. Beaucoup d'émotions, mais ça fait partie du rugby aussi. Allez, vos applaudissements pour Béli. Tous les ans, Alain Tingaud injecte de nouveaux moyens dans ce club historique. Un investissement qui fait de lui un acteur de premier plan de la région. Souris parce qu'il y a des gens qui t'aiment beaucoup. Souris, Béli. L'ancrage, il se crée à partir du moment où ce que l'on fait, soit dans le rugby, soit dans la vigne, est perçu par les autres comme positif, comme apportant des valeurs ajoutées. Donc évidemment, immédiatement, on vous reconnaît, on sait qui vous êtes, on sait pourquoi vous êtes là, de temps en temps, on vous félicite, de temps en temps, on vous engueule. Donc c'est vrai qu'on s'ancre dans la vie sociétale, au sens général du terme, parce qu'on est un élément de cette vie sociétale, et peut-être un élément différent des autres, puisque étant un acteur de premier plan, obligatoirement, on a un ancrage très fort. C'est pas un objectif d'ancrage personnel, c'est la conséquence de ce que je fais qui fait que je suis identifié comme quelqu'un qui agit sur la vie autour de moi. C'est un gars aux abords un peu difficiles, mais je pense qu'il fait du bien pour le SUA. Moi, je l'aime bien, il a un certain charisme, ça a l'air d'être un patron. On ne peut pas dire que ce sont vraiment des clubs de rugby, c'est plus des entreprises maintenant. Donc il faut quelqu'un qui gère quand même, qui soit à la tête d'une équipe comme ça, comme un chef d'entreprise. Bel homme de pouvoir, qui gérera une société, qui gérera le club comme une société. Alain Tingaud a fait basculer le club dans une autre dimension économique, en s'appuyant notamment sur son réseau, comme ce cercle, entreprises et rugby, qui se réunit tous les mois à Paris dans les prestigieux salons de l'Automobile Club de France. Mais là, si tu veux, moi, je suis un peu comme toi, enfin je sais pas, moi j'ai plus besoin de travailler pour vivre. Bon, ok, alors donc j'ai plus besoin de travailler pour vivre, ce qui fait que je suis dans un mode d'investissement. Et je suis quelqu'un qui aujourd'hui travaille pour transférer ma connaissance dans des sociétés et c'est tout. Voilà. On a organisé le club autour de l'investissement. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous ceux qui payent l'ISF dans le Lot-et-Garonne de dire, voilà, mais plutôt que de donner votre ISF à l'impôt, donnez-le à une entreprise qu'on a créée qui s'appelle Armandie Développement, qui est capitalisée aujourd'hui à plus d'1 million d'euros et qui investit dans des jeunes entreprises. La structure d'investissement montée par Alain Tingaud, Armandie Développement, permet au plus gros patrimoine de sa région de défiscaliser une partie de leur fortune en investissant dans une PME. Armandie Développement compte dans ses activités un restaurant, une société de traiteurs, une agence d'intérim associée à l'image du Sporting Union à Genève. Le
Le club dispose également d'une boutique qui vend en centre-ville d'Agen des produits et des vêtements à la marque de l'équipe. Tu veux bien? Je veux profiter de cette occasion pour dire le virage absolument extraordinaire qu'a pris le club pour arriver où il en est aujourd'hui à un budget de 13 millions d'euros sur lequel finalement la part des collectivités territoriales est à peine un petit 10%. On ne mesure pas le chemin qui a été fait. Et ce virage, eh bien cette boutique participe de ce virage. Aujourd'hui, Armand Développement a à peu près une centaine d'actionnaires qui sont des personnalités fortunées, qui ont gagné de l'argent. Beaucoup sont des personnes qui soit payent l'ISF ou qui donnent une partie de leur impôt sur le revenu en investissant dans cette entreprise. Ces investisseurs, Alain Tingaud les bichonne. Il a prolongé son réseau localement en montant une association, 15 à table, qui soutient la formation au sein de son club de rugby et offre une utile passerelle vers la structure d'investissement du club. Daniel, tout est sous contrôle, ils arrivent. Alors le lien est certainement un lien indirect, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnalités de ce soir sont aussi des actionnaires d'Armandier Développement, mais sont aussi des actionnaires du Sporting Union Agenais. Donc voilà, on est dans un monde de personnes qui aiment le rugby, qui aiment l'investissement et qui aiment le développement et des activités dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Et au-delà, bien sûr. Je vais aller chercher Madame le maire de Duras quand même. On m'a dit, le maire de Duras sera en retard. Bonjour, Valérie, je te fais ami. Ben non, même pas. Même pas. C'est tous des personnalités du Lot-et-Garonne. C'est les chefs d'entreprise, c'est les gens de la société civile, médecins, notaires, qui sont tous amoureux du rugby, évidemment. Et l'intégralité de l'argent qui est recueilli est renvoyé pour la formation des jeunes du rugby, du Sporting Union Agenais. C'est-à-dire que rien n'est gardé par l'association. On va se mettre à table à 20h45 et j'aimerais que tu accueilles les gens de Duras quand même. Parce que voilà. Vous allez déguster des vins de ma propriété parce que je les offre ce soir. Notre association n'est pas très riche, donc on n'avait pas de gros moyens, mais je sais que vous aurez des dépliants tout à l'heure sur l'appellation. Donc c'est un grand honneur de vous faire déguster des vins de ma propriété. Je salue aussi mon fils qui est là parce que c'est lui qui le fait aujourd'hui. Donc l'association reverse la totalité de ses gains pour la formation. 20 000 euros. Bravo. Del vértigo final d'un rencor sin porqué y allí con impiedad. À travers l'activité de son association, Alain Tingaud touche simultanément tous ses domaines d'intérêt. Rugby, vin, investissement. Il est au centre d'un système qu'il a lui-même construit et dans lequel tout le monde est gagnant. Les trois me passionnant, j'aime bien essayer de faire que les trois à un moment se rencontrent. Donc associer l'image des vins de Duras avec le Sporting Union Agenais va créer à la fois pour l'un des moyens financiers supplémentaires et pour l'autre une notoriété, une recherche de notoriété. Donc de façon indirecte, cette action aura une action sur mon vignoble, puisque l'appellation étant plus connue, mon vignoble pourra mieux se développer au sein de cette appellation. Donc on est dans un partage d'intérêts, évidemment. Ce système, il faut l'entretenir. Ce jour-là, à la fête des vignerons de Duras, Alain Tingaud cultive ses liens avec les politiques locaux, comme le président du Conseil général. Mais voilà. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Ça se remet en route? Tout se remet en route. Tu t'arrêtes Jamais. Toi, la reprise parlementaire, c'est au mois de septembre, pas avant? Ouais. Oui, mais la reprise, elle va être... chaude? Elle va être, chaude, oui. Et je voulais te demander, est-ce que tu peux prendre un rendez-vous directement ou est-ce qu'on doit passer par ton secrétariat? J'aimerais te rencontrer. Non, on le fait direct, parce qu'avec le secrétariat, c'est... On est capable de le faire maintenant ou on doit... Oui, on peut faire ça. Hein. Ça fait un moment d'ailleurs que je dois... Dis-moi, quand est-ce que je peux te voir? Madame le maire,
Messieurs les présidents... Mais les dernières élections législatives ont amené de nouveaux représentants avec lesquels il faut prendre contact. Saluer bien sûr M. Matthias Felk, député, à mes côtés ici, que je ne connais pas très bien, mais que j'aurai, j'espère, le plaisir de rencontrer souvent. Ils vont t'appeler. Non, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont assez nombreux quand même. Et nous avons ici la chance d'avoir non seulement des artisans de qualité, moi, mais des personnes... Mardi, mercredi, c'est impossible. Parce que c'est l'Assemblée nationale. Ça dépend, ouais. Alors je peux le décaler au 14. Ce qui serait quel jour, ça? Le vendredi. Ah oui, je pense que c'est bon, je vais vérifier. Le maréchalat des Côtes de Duras va tenir, avec la solennité qui convient, son chapitre ordinaire. Nous, maréchal des Côtes de Duras, déclarons ouvert ce 240e chapitre. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme chevalier dans le maréchalat des Côtes de Duras. Mathias, on va inaugurer avec le maréchalat, ou couper le ruban, et c'est ton honneur de ton intronisation, c'est toi qui vas couper le ruban. Et on va prendre une photo, Mathias, ici peut-être. Venez avec nous. Je suis là. Voilà. Le vin, c'est la vie, hein, sa vie. Hein. Mais là, je peux pas le commenter parce que c'est mon domaine. J'étais élu cette année, donc là, on a commencé à sympathiser autour du vin, donc c'est sympathique. On va se revoir d'ailleurs. Le député, le sous-préfet qui est avec nous sont des gens que vous côtoyez tous les jours quasiment. Donc, ce sont des gens qui vivent la vie communautaire de la région, du pays de Duras. Donc, on a besoin qu'ils parlent de nous, on a besoin qu'ils vantent nos produits. Donc, il faut qu'ils les connaissent. C'est bien d'ailleurs qu'ils prennent le temps de les connaître. Non, mais moi, si on peut avoir des subventions pour tout ce qui est communication, soutien à la commercialisation, soutien à l'export, ça me va très bien. Voilà. La production, je pense que les gens n'ont pas besoin de subventions. Se servir de son réseau pour se rendre utile. On appuie sur quoi alors? Denis de Kergorlet poursuit son combat pour le patrimoine en dehors de son château. I will take la langue de Shakespeare. I'll try not to trop la massacrer. Il est président exécutif d'Europa Nostra, une association qui fait du lobbying en faveur du patrimoine auprès des instances européennes. Because there is less and less public money, and we have to replace it by private money. Le congrès annuel d'Europa Nostra est l'occasion de faire la démonstration de l'influence et de l'importance de l'association. Cette année, à Lisbonne, le président de la République portugaise, la commissaire européenne à la culture et le prince et la princesse des Asturies ont honoré de leur présence la cérémonie dirigée par Placido Domingo, président d'Europa Nostra. Nous sommes un lobby pour le patrimoine culturel européen, et donc il nous faut que nous bâtissions des relations de confiance avec les décideurs. Nous ne sommes pas des décideurs, nous sommes... Mais effectivement, Europa Nostra, c'est un cercle d'influence, et qui a la vocation d'être de plus en plus influent. C'est une mise en réseau entre gens de toute l'Europe qui ont un truc en commun, c'est s'intéresser au patrimoine historique, et qui ensuite, ayant besoin d'éveiller des consciences, de trouver des appuis, etc., font du networking. Ça, c'est clair, net et précis. We very much hope that Europa Nostra will be able to count on your support and the support of all other heads of states and political leaders in Europe. Les membres d'Europa Nostra se rendent bien compte que notre association est en train de prendre du poids en termes d'influence, de réalisation. Elle commence à prendre sa place. Là, maintenant, on a quand même, parmi les parlementaires européens, des gens qui nous sont complètement dévoués.
la commissaire, elle y croit vraiment. Elle a même dit, je prends ma retraite, moi je veux travailler avec vous. Et puis on se connaît personnellement. Donc on s'appelle, on prend des positions communes. Le networking, le réseau qui permet d'être utile tout d'abord auprès de ses semblables. Denis de Kergorley est également président de la French Heritage Society, une organisation qui mobilise des mécènes américains au secours du patrimoine français, et notamment des propriétaires de châteaux. 18 months ago, Dominique and Diane de Roquette asked me if I could welcome you, and I said it's not grand enough for them. Pour ses 30 ans, la French Heritage Society organise un voyage dans le sud-ouest pour ses mécènes francophiles. Nous distribuons cette année, en 2012, de l'ordre de 550 000 $, ce qui, pour une petite association comme la nôtre, est tout de même un beau résultat. Alors après, c'est affecté à différents projets de restauration. Là, il y a une quinzaine de projets de restauration entre la France et les États-Unis pour 2012. Les propriétaires du château de Saint-Géry ont été les heureux bénéficiaires de la générosité de la French Heritage Society, recevant 25 000 $ pour les aider à restaurer la façade de leur propriété. Ça a commencé en 2007. Ils nous ont déjà donné un prix. Et puis, l'année dernière, la princesse de la Tour d'Auvergne, qui est une amie, a décidé que ça serait notre maison qui recevrait le prix de cette année. Et alors, nous sommes très étonnés, parce que de nous-mêmes, on ne voit pas quels sont nos mérites, pour tout vous dire. Une soirée a été organisée en l'honneur des mécènes et en présence de la princesse de la Tour d'Auvergne, à l'origine de ce rapprochement. Bonsoir. Mais la French Heritage Society ne finance pas que la restauration de monuments privés. Ces philanthropes américains ont ainsi participé au chantier de réfection de l'escalier monumental de Auch. Le groupe de mécènes est divisé en deux sous-groupes. Les ambassadors, qui ont payé 20 000 $ par couple pour ce voyage, et les royals, qui ont payé 30 000 $ et ont pour ce prix-là le privilège d'être transportés en voiture particulière avec chauffeur. Une somme prise en charge par le fisc américain. We have a system that encourages donations in the United States because we have tax-exempt donations. And so many Americans are giving all over the world. And I love that system. I think that there's a generosity gene that needs to be nurtured and developed. And it's important to have a tax system that encourages that. Allez hop. Voilà. De Lisbonne à Auch, en passant par les États-Unis, la mobilisation de cette classe exemplaire ne connaît pas de frontières. Dernière étape du voyage des mécènes, une réception en grande pompe à l'hôtel de ville de Paris, intitulée « Sous les ors de la République ». This is spectacular for City Hall. Je vous présente Madame Pourteau, qui représente le maire de Paris. Enchantée. Voilà. Bienvenue. Bah, écoutez, tout le monde est ébloui. Hein. C'est la première fois que vous venez à l'hôtel? Non, moi je suis déjà venu, mais nos amis américains, pour beaucoup, me disent que c'est la première fois qu'ils découvrent. Formidable. C'est assez rare qu'on voit les filles. En tout cas, on est vraiment content parce qu'on est aidé par nos mécènes américains, mais on est vraiment aidé côté français aussi. Et donc ça, c'est bien. Merci beaucoup. Je voudrais saluer votre action pour le patrimoine dans le monde entier et bien sûr en France. Être reçu à l'hôtel de ville, donc ça veut dire que le maire de Paris en est tout à fait d'accord. Il nous ouvre grand ses portes. Son magnifique salon, le plus grand salon de Paris. C'est une reconnaissance de l'utilité de notre action et nous en sommes très fiers. La boucle est ainsi bouclée. Aidés par l'État,
les propriétaires de monuments privés font profiter en retour le patrimoine public de leurs mécènes et en tirent un sentiment de légitime reconnaissance. En réduisant ses propres dépenses, en multipliant les exonérations fiscales pour inciter les plus riches à prendre le relais, l'État s'est mis en situation de dépendance des plus fortunés. Apparaître comme le dépositaire d'un patrimoine commun, s'acheter une image en créant une fondation, chercher une forme d'anoblissement à travers un vignoble, se rendre utile au service d'une région, au fond, la démarche est la même. En se mettant au service de la collectivité tout en servant leurs propres intérêts, en faisant coïncider intérêt général et avantages particuliers, ces citoyens aisés et exemplaires se rendent incontournables. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Sans les riches, une nation n'existe pas vraiment, nous disait Paul Dubrul. Certains sont effectivement si incontournables qu'ils contrôlent à eux seuls ou presque des pans entiers de l'économie. En quelques années, François Pinault, l'homme d'affaires qui avait débuté dans le commerce de bois, s'est métamorphosé en figure centrale du marché de l'art contemporain. Lorsqu'il ouvre sa fondation à Venise, en 2005, il est à la tête de la plus grosse collection privée européenne d'art contemporain. Il s'est également offert au passage Christie's, la plus grande maison de vente d'œuvres d'art au monde. Des œuvres d'art qui sont exonérées de l'ISF depuis la création de l'impôt sur la fortune en 1982. Vous mettez un Degas dans un coffre de banque, cette œuvre-là, malgré tout, bénéficie de l'exonération. Il faut y mettre un terme. Tous les ans, à l'époque de l'examen de la loi de finances, un député UMP, Marc Le Fur, bataille pour introduire les œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF. Le placement en œuvre d'art, c'est une forme de paradis fiscal. On a la Belgique à Paris, donc autant en profiter. Et c'est ça que je conteste. Regardez les prix des œuvres d'art, regardez les ventes dans les différentes grandes maisons, Christie's, Sotheby's, etc. Vous voyez des sommes considérables. Donc, l'art se vend et se vend très cher. Il n'y a guère de raison que cet élément échappe à toute emprise fiscale. La proposition de Marc Le Fur est repoussée à chaque fois, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer la première réaction des détenteurs ou des créateurs ou des artistes. La première décision sera de quitter le territoire national, de s'expatrier. Pour 102, contre 139, il n'est pas adopté. Le gouvernement, je le confirme, est défavorable à l'adoption de ces amendements. J'appelle vraiment très fermement la représentation nationale à maintenir les œuvres d'art en dehors de l'assiette de l'ISF. L'amendement n'est donc pas adopté. Les gouvernements changent, mais les réponses ne changent pas. C'est-à-dire que derrière, il y a toujours les mêmes intérêts qui se manifestent en se brassant derrière des considérations d'intérêt général. On sait, pour peu que l'on gratte un petit peu, que derrière ces considérations, il y a des intérêts privés qui ne sont pas illégitimes au demeurant. Mais le propre du Parlement, c'est de faire prévaloir l'intérêt général. Mais où commence l'intérêt général et où s'arrêtent les intérêts particuliers? Il semble parfois se concentrer en une seule et même personne. Une personne si utile, si puissante, qu'elle peut faire voter une loi taillée à sa mesure. Rivalité des grands patrons de luxe sur le terrain de l'art. Après François Pinault à Venise, c'est Bernard Arnault qui crée une fondation à Paris. Sa prestigieuse collection sera ouverte au public en 2010. Bernard Arnault, patron de LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, l'homme le plus riche de France, mécène et collectionneur d'art lui aussi, a créé une fondation à son tour pour mettre une partie de sa collection à la portée du public. À la différence de François Pinault, Bernard Arnault veut ouvrir sa fondation à Paris, dans le bois de Boulogne. C'est un magnifique cadeau. Il y a dans ce moment non seulement la passion de l'art, il y a la générosité. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, dont l'adjoint à la culture, Christophe Girard, était également directeur de la stratégie de LVMH, a délivré un permis de construire pour la fondation Louis Vuitton.
Mais celui-ci a été annulé en janvier 2011 par le tribunal administratif. Le chantier s'est retrouvé à l'arrêt. Pourtant, en moins de 3 semaines, LVMH va réussir à obtenir l'autorisation de le redémarrer, et ce, grâce à l'intervention d'une poignée de députés, dont Marcel Rogemont, élu socialiste d'Ille-et-Vilaine. Pour que la France assume ses responsabilités. La personne de LVMH, qui fait partie de la direction générale, un haut placé de la direction générale, me contacte et me demande s'il peut me parler. Donc j'ai un entretien avec cette personne-là, à l'Assemblée nationale d'ailleurs, et il m'expose le sujet en me disant, voilà, nous, le projet tel qu'il est, il est évident que si jamais on arrête le projet, compte tenu de certaines élévations qui normalement devraient être couvertes, si elles ne sont pas couvertes pendant un certain laps de temps, il faut tout refaire, quoi. Ça veut dire qu'on fait, on fait plus. L'Assemblée examine à cette époque une loi sur le prix du livre numérique. Et Marcel Rogemont en est le rapporteur pour le groupe socialiste. En quelques jours, une solution est trouvée en la matière d'un cavalier législatif. C'est ainsi qu'on appelle un article de loi qui introduit des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. En l'occurrence, un amendement de 4 lignes glissé à 22h30 le 15 février 2011 dans le projet de loi sur le prix du livre numérique stipule que sont validés à la date de leur délivrance les permis de construire accordés à Paris. C'est un article, c'est une loi sur le prix du livre numérique. Alors quel rapport? Aucun. C'est ça que vous voulez dire? Aucun. Aucun rapport. Pour autant, ça a été déféré devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a examiné la situation, a reconnu que il n'y avait pas un rapport très étroit avec le texte, mais que l'intérêt public l'emportait. Donc à partir du moment où il y avait un texte qui était en discussion, donc on économisait déjà plusieurs mois. C'est pour ça que ça a été choisi, ce texte-là a été choisi. Je mets au voie l'article unique du projet de loi qui est pour... L'amendement est voté par la trentaine de députés, UMP et PS présents. Adopté. Quelques semaines plus tard, le chantier pouvait redémarrer. Regardons l'objectif. Et après, on regarde les moyens. Mais d'abord, on regarde les objectifs. L'objectif, c'est quoi? C'est l'intérêt public de l'opération, l'intérêt architectural, l'intérêt pour le pays, l'intérêt de ne pas voir une deuxième collection quitter la France, après celle de François Pinault. Voilà l'intérêt. Moi, je ne suis pas au service de M. Arnault, je suis au service de la chose qu'il va mettre à la disposition du public. Vous comprenez bien? Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas de couteau entre les dents, d'accord? Mais pour autant, je ne suis pas au service du grand capital dans cette affaire-là. Non, pas du tout. La Fondation Louis Vuitton pour la création doit ouvrir ses portes en 2014. Bernard Arnault, entre-temps, avait fait sa demande de nationalité belge à laquelle il a finalement renoncé. Là, en l'occurrence, le fait de le voir quelques mois après demander sa nationalité belge, ça me gêne. Je ne sais pas quelle aurait été ma réaction, voyez-vous, si au moment où j'avais à prendre la décision ou pas de présenter cet amendement, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction. Mais je pense que j'aurais douté beaucoup plus que... Parce que je me serais dit, merde, quand même, quoi. Il vient demander à la représentation nationale quelque chose, et puis voilà. Mais le problème, le doute aurait été sur la personne, probablement, mais pas sur l'objet. Parce que tant qu'à faire, qu'il n'aille pas en plus de ça avec sa collection en Belgique, quoi. Légitimer sa fortune, se constituer une image, se rendre indispensable, le processus est à chaque fois identique. Qui peut être contre la diffusion la plus large possible de l'art contemporain? Qui oserait dénoncer la création de ces fondations dont les objets de grande valeur culturelle sont ainsi démocratisés? Au passage, la Fondation transforme le citoyen fortuné en bienfaiteur de l'humanité, avec l'aide et la bénédiction de l'État, c'est-à-dire nous.
très touché que tu viennes. Hein, c'est très sympa de ta part. Bonne soirée. Le voyage des mécènes de la French Heritage Society s'achève par une réception et un dîner de levée de fonds au château de Fontainebleau. Chacun des 200 convives a déboursé 2 000 € pour participer à cette soirée, avec le sentiment légitime de faire une bonne action en faveur du patrimoine. For us and for the team, a great encouragement for the future. Now, la fête ne fait que commencer. Ça fait un peu secte, en fait. Hein. Ça fait un peu secte. Mais les participants à cette soirée ont peut-être un autre sentiment, plus secret. Celui de faire partie d'un cercle de privilégiés, qui en multipliant les bonnes actions, gagne non seulement sa place au paradis céleste, mais une certaine garantie de garder la sienne au paradis sur Sur.